Une mère est entrée dans la maison quelques minutes seulement pour aller chercher du jus pour sa fille de 4 ans. À son retour, elle n'a trouvé qu'un bac à sable vide et un silence qui allait la hanter pendant plus de 10 ans. Toutes les pistes possibles furent épuisées, tandis que son monde restait figé dans ce terrible moment. 12 ans plus tard, la mère fouille le nécessaire de rasage de son mari à la recherche d'analgésiques. Mais ce qu'elle découvre va la conduire à découvrir une vérité si terrifiante que même les enquêteurs les plus expérimentés diront plus tard que c'est l'affaire la plus troublante qu'ils aient rencontrée en des décennies de travail policier. La migraine frappa Caldwell comme un coup de massue aux tempes, de ce genre qui rendait sa vision floue à chaque battement de cœur. Il pressa ses paumes contre ses orbites, tentant de contrer la pression qui s'accumulait dans son crâne, tandis qu'il titubait de la chambre à la salle de bain. La lumière matinale filtrant à travers les stores lui donnait l'impression d'aiguilles lui transperçant la rétine. Ses pieds nus trouvèrent le carrelage froid de la salle de bain et elle tâtonna à l'aveuglette pour trouver l'armoire à pharmacie, sa mémoire musculaire guidant ses doigts vers la poignée métallique. La porte miroir s'ouvrit avec un grincement qui la fit tressaillir. Ses mains cherchèrent les formes familières des flacons de vitamines, d'anti-allergiques et des antiacides prescrits par Marcus, mais il n'y avait pas d'ibuprofène. Le flacon blanc qui aurait dû être là, qui était toujours là, avait disparu. Zut, Marcus, murmura-t-elle, même si cette parole lui envoyait une nouvelle vague de douleur. Il a dû le finir et oublier d'en racheter. 20 ans de mariage et cet homme ne se souvient toujours pas de remplacer les choses quand elles sont vides. Elle agrippa le bord de l'évier, se demandant si elle pourrait atteindre la cuisine, où il gardait un bocal de réserve. Mais il se souvint alors, Marcus gardait toujours un paquet d'analgésiques de voyage dans sa trousse de rasage, une idée qui rappelait qu'il se préparait aux maux de tête au bureau. La trousse de toilette en toile marron était sur le comptoir de la salle de bain, là où il l'avait laissée après sa douche la veille. Il la dézippa avec précaution, le bruit étant anormalement fort dans le calme matinal. Ses doigts écartèrent le rasoir électrique, le métal argenté sentant encore légèrement son après-rasage. Un petit flacon d'eau de Cologne, un shampoing de voyage, du fil dentaire, il fouilla plus profondément, à la recherche du cliquetis familier d'un flacon de pilules. Ses doigts touchèrent du carton, un emballage médicamenteux souple qui semblait étrange. Elle le sortit, plissant les yeux à travers le brouillard de sa migraine, pour lire le texte, plan B One Step, contraception d'urgence. Les mots défilaient devant ses yeux, mais leur sens était limpide. À travers l'emballage, elle pouvait voir 2 plaquettes alvéolées en dessous, les comprimés visibles dans leur compartiment scellé. La migraine était oubliée. Vera fixait le paquet, son esprit peinant à assimiler ce qu'elle voyait. Elle le retourna, lisant les instructions et les avertissements, comme si le texte allait soudain prendre un sens. Leur vie sexuelle était quasiment inexistante depuis des années, plus depuis Ruby. Ni l'une ni l'autre ne supportait une telle intimité, sous le poids de l'absence de leur fille qui les écrasait toutes les deux. Les rares fois où elles avaient essayé, Vera s'était retrouvée en larmes, voyant le visage de Ruby chaque fois qu'elle fermait les yeux. Un reçu était glissé sous le paquet. Elle le déplia d'une main tremblante, pharmacie CBC. La date était celle de la semaine dernière, un mardi. Marcus avait dit qu'il travaillait tard ce jour-là, pour une maintenance de serveur qui ne pouvait pas attendre. Des pas lourds dans l'escalier, Marcus revenait de son jogging matinal. Elle entendait sa respiration haletante, le crissement de ses baskets sur le parquet. Vera se figea, serrant toujours son paquet, tandis qu'il poussait la porte de la salle de bain. Il portait toujours son short de course et un débardeur à rayures horizontales tachées de sueur, le visage rouge d'effort. Ses yeux se posèrent immédiatement sur ce qu'elle tenait, et elle vit son expression passer de la confusion à quelque chose d'autre, quelque chose de vif et de dangereux. À qui sont-elles? Sa voix était un murmure, à peine audible. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya, Marcus, à qui sont ces pilules? La réponse semblait évidente, une autre femme, plus jeune, capable de lui donner ce qu'elle ne pouvait pas. Quelqu'un qui ne pleurerait pas lorsqu'il la toucherait, qui ne verrait pas le visage de sa fille morte dans les moments de calme. La trahison le blessait profondément, mais c'était presque un soulagement d'avoir une raison à la distance qui les séparait. Marcus s'avança plus vite qu'elle ne l'avait prévu.
Il lui arracha le paquet des mains, le visage crispé de rage. Espèce de parano, gronda-t-il, et le venin dans sa voix la fit tressaillir. Tu fouilles dans mes affaires. C'est ça que tu fais pendant que j'essaie de rester en bonne santé? Je cherchais de l'ibuprofène. Mensonge. Sa voix résonna dans la petite salle de bain. Tu cherches toujours les ennuis, tu inventes toujours des choses pour te contrarier, parce que tu n'arrives pas à accepter qu'elle soit partie. Il pointa son doigt vers son visage, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la sueur dessus. Ruby est morte, Vera. Elle est morte depuis 12 ans, et tu es tellement perturbé que tu vois la trahison partout. Ces mots lui assénèrent un coup violent. Vera sentit ses genoux faiblir. Ce n'était pas le bégaiement coupable auquel je m'attendais, l'aveu embarrassé d'une liaison. C'était une fureur volcanique pure. Tu veux savoir ce que je pense, continua Marcus, son visage à quelques centimètres du sien. Je crois que tu perds la tête. Tu me vois avec une contraception d'urgence et tu penses immédiatement que je te trompe. Peut-être que je les ai achetés pour une collègue. Peut-être que ce n'est même pas à moi, mais non. Vera, paranoïaque, doit tout ramener à elle, à la façon dont je la trahis. Sa voix se réduisit à un murmure cruel, tout comme tu as trahi Ruby en ne prenant pas de ses nouvelles ce jour-là. L'accusation lui coupa le souffle. C'était la blessure la plus profonde qu'elle pouvait infliger. La culpabilité qu'elle portait chaque jour, jetée à son visage comme de l'acide. Marcus s'en alla en trombe, la dépassant pour entrer dans la chambre. J'ai des courses à faire, quincaillerie. Essaie de ne pas fouiller la maison pendant mon absence. Elle ouvrit brusquement les tiroirs de la commode, en sortant des vêtements propres d'un geste brusque. Marcus, s'il te plaît, je veux juste comprendre. Il se tourna de nouveau vers elle, et pendant un instant, elle crut qu'il allait la frapper. Sa main était levée, tremblante de rage. Comprends-le. Tu as échoué en tant que mère. Tu n'as pas su protéger notre fille dans notre foutu jardin, et maintenant tu essaies de détruire ce qui reste de notre mariage parce que tu ne peux pas te regarder en face. Elle attrapa son portefeuille et ses clés sur la table de nuit, les poussa et franchit la porte. Ses pas résonnèrent dans l'escalier, et quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claqua avec une telle force que les fenêtres tremblèrent. Vera s'affala sur le sol de la salle de bain, le dos contre le carrelage froid. Le silence retomba dans la maison, à l'exception de sa respiration laborieuse et du bruit lointain du camion de Marcus qui s'engageait dans l'allée. Elle se releva du sol de la salle de bain. La maison lui semblait différente, les mots de Marcus résonnant dans son crâne comme des cloches. La cruauté de son accusation auquel avait trahi Ruby, qu'elle avait échoué en tant que mère la blessait plus profondément que n'importe quel coup physique, mais, sous la douleur, quelque chose la dérangeait, une note discordante dans la symphonie de sa rage. Elle avait déjà vu Marcus coupable, la fois où il avait oublié leur anniversaire et où elle avait trouvé le ticket de caisse pour des fleurs achetées à la hâte dans une station-service, le week-end où il prétendait être à une réunion de travail, mais était allé pêcher avec son frère. Pris au piège de ces petits mensonges conjugaux, Marcus restait silencieux, les épaules voûtées, offrant des excuses hésitantes et promettant de faire mieux. Il ne s'était jamais déchaîné contre elle, n'avait jamais été cruel. L'explosion de ce matin lui semblait différente, désespérée, comme un animal acculé qui attaque. Vera se retrouva à marcher vers son bureau, pieds nus, silencieux sur le tapis du couloir. Elle s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée. Cette pièce avait toujours été le domaine de Marcus, il gérait toutes ses finances, payait ses factures, gérait ses placements. Un souci de moins pour toi, lui disait-il toujours, surtout après la disparition de Ruby. Elle en avait été reconnaissante, trop dévastée pour se soucier de choses aussi banales que les factures d'électricité et les mensualités de son prêt immobilier. La porte n'était pas verrouillée. Il était parti précipitamment, traversant la maison comme si elle était en feu. Il la poussa. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, illuminant son sanctuaire. Le bureau était exactement comme elle l'avait imaginé, méticuleusement rangé, chaque chose à sa place. Le bureau de Marcus dominait la pièce, épuré,
à l'exception d'un calendrier et d'impôts à stylo. Des classeurs couvraient un mur, chaque tiroir étant étiqueté de sa main précise, année par année, catégorie par catégorie. L'homme qui avait oublié d'acheter de l'ibuprofène tenait des comptes financiers comme un comptable du Fortune 500. Il s'approcha lentement du bureau, comme s'il allait la mordre. Franchir cette limite lui semblait monumentale, une trahison de la confiance conjugale. Mais il se souvint alors des pilules plan B et du ticket de caisse de la semaine précédente, et de sa réaction explosive lorsqu'on l'interrogea. Ses doigts trouvèrent la poignée du tiroir du haut, des relevés de cartes de crédit classés par mois. Le relevé actuel gisait en haut, les frais étant listés en colonnes bien nettes. Elle parcourut les entrées familières, Shell, Kroger, Dunkin' Donuts. L'addiction au café matinal de Marcus, documentée par tranches de $4,67. Tout semblait normal, banal, jusqu'à ce qu'elle voie, pharmacie 7 Millbrook, $63,19. Millbrook était à 45 minutes. Ils avaient 3 pharmacies à moins de 10 minutes de chez eux. Pourquoi faire si loin pour quoi que ce soit? Vera sortit d'autres relevés, les étalant sur le bureau comme des cartes de tarot révélant une fortune. Ses mains tremblaient tandis qu'elle traçait les inscriptions du doigt. La pharmacie Millbrook apparaissait encore et encore, parfois une fois par mois, parfois deux. Les montants variaient, $47,82, $91,45, $23. Elle prit un crayon dans le récipient de Marcus et entoura chaque facture de Millbrook. La répétition formait un schéma qui s'étalait sur des mois. Trop d'argent rien que pour la contraception, beaucoup plus. Il a creusé plus profondément, en ressortant des relevés bancaires des années précédentes. La tendance restait constante, les frais facturés par Millbrook semblaient réglés comme sur des roulettes. Mais il y en avait d'autres. Target à Millbrook, $1,734, Kroger à Millbrook, $89,91. Toujours en ville, toujours des sommes importantes. Elle commença à lire les prix détaillés au fur et à mesure qu'ils devenaient disponibles, déodorants pour femmes, la marque préférée des adolescentes, produits d'hygiène féminine, flacons de shampoing fruité dont Ruby se souvenait qu'elle réclamait enfant. Vitamines pour enfants, pilules supplémentaires, plan B achetés régulièrement. Son esprit explorait toutes les possibilités, une maîtresse avec un enfant, une famille secrète qu'il entretenait depuis des années. Cela expliquerait les biens, la distance pour éviter d'être reconnu, sa rage défensive ce matin-là. Mais la chronologie l'inquiétait. Ces accusations remontaient à au moins 3 ans, bien avant la véritable rupture de leur mariage. Le tiroir verrouillé du bureau de Marcus avait toujours été un lieu interdit. Documents importants, avait-il dit, des relevés fiscaux à classer. Elle ne l'avait jamais remis en question, respectant son besoin d'intimité, tout comme il respectait son atelier. Mais maintenant, la clé était exactement là où elle l'attendait, collée sous le calendrier. Marcus était prévisible dans ses habitudes, certain qu'elle ne trahirait jamais sa confiance. Le ruban adhésif se détacha facilement, la petite clé chaude dans sa paume. Le tiroir s'ouvrit doucement, révélant des dossiers suspendus classés par année. Elle feuilleta ses anciennes déclarations d'impôts, ces déclarations conjointes qu'elle avait signées sans les lire, confiant à Marcus pour tout gérer correctement. Derrière ses passeports et son certificat de mariage, rangés au fond, elle trouva une chemise en papier craft qui ne correspondait pas aux autres, ni étiquette, ni année. À l'intérieur se trouvaient des factures de services publics d'électricité, eau, gaz toutes pour le 1847 M Street à Millbrook. Elles indiquaient toute une utilisation régulière, les montants suggéraient un emploi à temps plein. Quelqu'un vivait là, consommant l'énergie, l'eau courante et chauffant les lieux. Les factures remontaient à des années. Le téléphone de Vera s'est instinctivement déclenché, l'appareil photo s'est mis à clignoter tandis qu'elle documentait tout, relevés de cartes de crédit, factures de services publics, frais de pharmacie entourés au crayon. Des preuves de ce qu'elle ignorait encore, mais son instinct lui criait que quelque chose clochait terriblement. Une location secrète nécessiterait une déclaration, des documents fiscaux. C'était autre chose, quelque chose que Marcus avait complètement caché, combiné aux achats en pharmacie,
aux produits d'hygiène féminine, aux pilules, au plan B. Une image se formait qui lui retournait l'estomac. Elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé, replaçant même la clé sous le calendrier. Les courses du samedi de Marcus prenaient toujours des heures, quincaillerie, lavage auto, parfois 9 trous de golf avec ses amis. Elle avait le temps d'aller jusqu'à Millbrook pour voir cette adresse par elle-même. Ce que Marcus cachait au 1847 Elm Street, elle allait le découvrir. Le GPS indiquait 43 minutes jusqu'à Millbrook, une ligne droite sur la Highway 72. Avant de s'engager sur des routes secondaires, Vera serra le volant de sa Honda, les jointures blanches, regardant les banlieues familières céder la place à des stations-service dispersées et à des champs déserts. Elle avait déjà fait ce voyage, des années auparavant, lorsque Ruby avait 2 ans et qu'ils étaient allés cueillir des pommes dans un verger au-delà de Millbrook. Marcus s'était plaint de la distance tout le temps. Maintenant, elle comprenait pourquoi il connaissait si bien la région. Le PC apparut en premier, ancrant une galerie marchande défraîchie entre un salon de manucure et un restaurant chinois à emporter. Rien de particulier, lettres rouges délavées, portes automatiques, bannières promotionnelles en vitrine. Mais c'était là que Marcus achetait ses pilules, là où il venait depuis des années, d'après ses relevés de cartes de crédit. Il ralentit, mais ne s'arrêta pas. Suivant les indications de son téléphone, à mesure qu'elle s'enfonçait dans Millbrook, les quartiers se dégradaient. Les maisons coloniales bien entretenues cédaient la place à des habitations plus petites, clôturées par des grillages et des bateaux sur des blocs à l'entrée. Elm Street était presque à la limite de la ville, où les zones résidentielles cédaient la place à des terrains industriels et à des bois. Le GPS annonçait le dernier virage sur une route qui n'avait pas vu d'asphalte frais depuis des décennies. La rue était criblée de nids de poules, telle une zone de guerre, ce qui la forçait à ralentir au ralenti. Les maisons étaient éloignées les unes des autres, séparées par des terrains envahis par la végétation et, de temps en temps, par une voiture abandonnée. Certaines propriétés montraient des signes de vie, du linge sur des cordes à linge, des jouets dans les jardins. D'autres restaient vides, avec des fenêtres teintées et une herbe envahissante. Les numéros étaient difficiles à lire, les boîtes aux lettres penchées ou complètement absentes. Le 1847, rue M se blottissait au bout de l'impasse, adossé à un fouillis de bois. La première pensée de Vera fut qu'il avait l'air malsain. La petite maison de ranch, probablement construite dans les années 1960, à en juger par sa toiture basse et ses fenêtres étroites, semblait se replier sur elle-même. Le revêtement jaune avait pris la couleur des os. Le porche s'affaissait au milieu, comme un froncement de sourcils, mais c'étaient les fenêtres qui lui donnaient la chair de poule, toutes couvertes de l'intérieur, avec de lourds rideaux sur certaines et ce qui ressemblait à des journaux collés sur d'autres, sans laisser de traces de ce qui se trouvait derrière la vitre. Le jardin racontait 2 histoires différentes. Les mauvaises herbes avaient envahi ce qui aurait pu être des parterres de fleurs, poussant parfois jusqu'à la taille. Une boîte aux lettres rouillées reposait sur le trottoir, sans nom ni numéro visible. Mais l'allée était distincte, des traces de pneus fraîches creusaient le gravier, plusieurs se chevauchant. Des taches d'huile noircissaient le béton près de la porte de garage fermée, celle laissée par un véhicule stationné à plusieurs reprises au même endroit. Quelqu'un venait ici régulièrement. Vera s'arrêta 3 maisons plus loin, cachant sa Honda derrière un pick-up abandonné qui lui offrait une couverture partielle. Elle coupa le moteur et s'assit, observant et classant les détails, une nouvelle serrure sur le portail de la clôture grillagée, une teinte vive contrastant avec la grille tachée de rouille, pas de journaux dans l'allée, pas de courrier débordant de la boîte aux lettres. Le toit semblait solide, sans bardeaux manquant ni dommages apparents, entretenu mais caché, un paradoxe qui lui serrait l'estomac. Étaient-ce des caméras de sécurité sous les combles? Il ne pouvait le dire à cette distance, mais quelque chose dans la maison semblait vigilant, comme si elle retenait son souffle. Un mouvement attira son attention, une femme âgée promenait un petit terrier, avançant lentement sur le trottoir défoncé. Vera prit une décision rapide et baissa sa vitre à l'approche de la femme. « Excusez-moi » lança-t-elle en esquissant un sourire amical. « Désolé de vous déranger. Je visite des propriétés dans le quartier. Mon mari et moi envisageons de déménager. Connaissez-vous bien le quartier ?» Le visage de la femme s'illumina à l'idée d'une conversation.
Elle s'approcha en traînant les pieds, son chien reniflant les pneus de Vera. « Oh, ma chérie, j'habite ici depuis 42 ans. » C'était un quartier agréable, très calme. Ça l'est toujours, en grande partie. Son regard se porta sur 1847. « Tu ne penses pas à celui-là, si ? Il y a quelque chose qui cloche. » « C'est un endroit étrange, » dit-elle en baissant la voix comme si la maison pouvait l'entendre. « Un homme va et vient à toute heure, surtout la nuit. Il conduit un gros pick-up sombre. Il fait ça depuis des années. » Le cœur de Vera battait fort. « Lui as-tu déjà parlé ? » ?»« J'ai essayé une fois, quand il a commencé à venir. Je voulais être amical, tu sais ? Mais il m'a juste fixé du regard jusqu'à ce que je rentre. Il n'a pas dit un mot, il m'a fait sentir. » Elle frissonna malgré la chaleur de l'après-midi. « Il a quelque chose qui cloche. Toujours seul, toujours affermé prudemment. » « Quand as-tu commencé à venir ici ? » Le terrier de la femme tirait sur sa laisse, impatient de poursuivre la promenade. « Voyons voir. La propriété a changé de propriétaire il y a peut-être 14 ou 15 ans. Un investisseur étranger ? Je n'en ai jamais vu. Le visiteur nocturne a commencé à apparaître peu après. J'ai appelé la ville à plusieurs reprises au sujet du chantier, mais rien ne se passe jamais. C'est juste la terrasse qui te dérange. » La femme regarda la maison, puis se rapprocha. « Parfois, j'entends des bruits tard le soir, des machines en marche, comme des engins de chantier. Mais le matin, rien ne semble différent. Et une fois, j'ai hésité. Une fois, je promenais Muffin jusqu'ici tard, peut-être à minuit. Il a une vessie fragile, vous savez. Et j'ai vu son camion là-bas. Ça a piqué ma curiosité. J'ai essayé de regarder par-dessus la clôture. Que as-tu vu ? Rien. Mais il a dû me voir, car soudain, il était à la porte, planté là, dans le noir. Il n'a rien dit, n'a pas bougé, il m'a juste regardé fixement jusqu'à ce que je rentre précipitamment. Il ne vient plus ici la nuit. » Le téléphone de Vera sonna, brisant l'instant. Le nom de Marcus sur l'écran poussa la femme à jeter un dernier regard nerveux vers le 1847e Street. « Où êtes-vous ? » La voix de Marcus était tendue, maîtrisée. La colère du matin s'était cristallisée en quelque chose de plus froid. « Le supermarché a menti, » dit Vera, surprise de voir à quel point tout s'est bien passé pendant qu'elle préparait les choses pour le dîner. « Quel supermarché ? » demanda-t-il, la voix trop rapide, trop aiguë. « Le Creuset de Madison, » répondit-il. Le mensonge s'accumulait. Il n'avait pas ton café à celui de la 5e. Il y eut un silence. Je l'entendais respirer, je l'imaginais analyser ses paroles, cherchant à savoir s'il n'était pas trompé. Je suis rentré chercher mon portefeuille, mentit-elle. Je l'ai oublié ce matin. Oh, eh bien. Je devrais bientôt revenir. Ils avaient besoin de parler de ce matin-là. La menace était subtile, mais sans équivoque. Je serai à la maison à 3 heures. D'accord, je verrai. Il baissa la voix. Rentre directement à la maison. La ligne fut coupée. Vera regarda l'heure. Si elle partait maintenant, elle pourrait arriver avant lui et maintenir son mensonge. Mais son regard revint à 1847, les fenêtres obstruées, la présence vigilante. Elle prit son téléphone et prit rapidement des photos. La maison, les traces de pneus fraîches, la nouvelle serrure, des preuves dont elle n'était pas certaine, mais Marcus avait été à cette entrée. Il avait utilisé une clé dans cette serrure. Il avait disparu dans ce qui se cachait derrière ces fenêtres voilées. Après un dernier regard, il démarra sa voiture et s'éloigna, laissant la maison malade et ses secrets, pour l'instant. Elle entra dans le garage quelques minutes à l'avance, des sacs de course hâtivement récupérés chez Creuset pour appuyer son mensonge. Ses mains tremblaient tandis qu'elle les transportait à l'intérieur, du lait, du pain, le café de Marcus ou des choses banales qui prouvaient qu'elle était bien là où elle prétendait être. La maison semblait différente maintenant,
imprégné de la mémoire de ce ranch aux fenêtres masquées de Millbrook. Il lui restait peut-être 1 heure avant le retour de Marcus. Ses courses du samedi étaient prévisibles, quincaillerie pour un projet quelconque, lavage de voiture même si le camion n'était pas sale, parfois un arrêt chez Home Depot pour acheter des outils dont il n'avait pas besoin. La routine était la même depuis des années, réalisa-t-elle. Toujours le samedi, toujours des absences de plusieurs heures. De retour à son bureau, Vera avançait avec détermination. Les classeurs contenaient des décennies de leur vie. Chaque document que Marcus jugeait important, son instinct la conduisait plus profondément dans le passé. Derrière les déclarations de revenus de 2008, 2009 et 2010, ses doigts trouvèrent un dossier qui lui semblait différent, plus ancien, le dossier en papier craft usé et au bord mou, une procuration. Le document était daté de 14 ans, certifié par un témoin et notarié. David Quell, le frère cadet de Marcus, lui accordait ainsi le contrôle total de ses biens et propriétés. Le langage juridique était dense, mais le sens clair, Marcus pouvait agir comme David pour toutes les questions financières. Les souvenirs revinrent à la surface. David, à sa table, s'enthousiasmait pour la Thaïlande, une opportunité d'import-export, le rêve de gagner enfin de l'argent. Il avait alors 35 ans et poursuivait ses rêves, tandis que Marcus avait déjà une vie de famille bien établie. « J'ai juste besoin de quelqu'un pour surveiller les locations », avait dit David en glissant des papiers à Marcus. Encaisser les loyers, gérer les réparations, quelques mois, peut-être 1 an. Vera se souvenait l'avoir entendu alors que Ruby, 4 ans, se concentrait sur son coloriage. David avait ri et ébouriffé les cheveux de Ruby, lui promettant de lui apporter une robe de princesse de Bangkok. 2 maisons à gérer, c'est ce que Marcus lui a dit. Rien de compliqué. Il percevait les loyers depuis un certain temps, des chèques arrivant chaque mois que Marcus déposait sur un compte séparé. Puis il a dit que David voulait vendre, plus facile que de gérer depuis l'étranger. Les propriétés avaient disparu l'année suivante, du moins le pensait-elle. Mais M Street, ce ranch délabré aux fenêtres condamnées, devait en faire partie. La chronologie lui serrait l'estomac, David était parti 2 ans avant la disparition de Ruby. 2 ans. La voisine âgée racontait que les visites nocturnes avaient commencé peu après le changement de propriétaire. Toutes ces années de Marcus qui allaient et venaient, elle ne s'en était jamais remise. Elle sortit le livre de bébé de Ruby de l'étagère où il trônait parmi les albums photos. Le poids du livre, la couverture rose délavée ornée d'ours en peluche, lui fit monter les larmes aux yeux. À l'intérieur, la vie de sa fille était documentée en détail, premier sourire, première dent, premier pas. Mais les pages après 4 ans étaient vierges, attendant des étapes importantes qui ne se sont jamais produites. Les dernières photos étaient celles du 4e anniversaire de Ruby. Le jardin était rempli de banderoles et de ballons, une douzaine d'enfants hurlaient de joie. Ruby, le visage recouvert de glaçage au chocolat, un sourire édenté, soufflait les bougies. Marcus à ses côtés, l'aidant à réaliser son vœu. Puis la dernière photo, prise la veille de sa disparition, Ruby dans le bac à sable que Marcus avait construit ce printemps-là, vêtu de son t-shirt rose à imprimer papillon préféré. Ses cheveux blonds reflétaient le soleil de l'après-midi comme des fils d'or, fixant l'objectif avec une assurance absolue. En sécurité dans son jardin, en sécurité avec ses parents à l'intérieur. Vera s'efforça d'observer Marcus sur ses photos. Son sourire lui montait aux yeux, le père fier, le mari dévoué. Mais maintenant, connaissant M Street et les visites nocturnes qui avaient commencé des années avant sa disparition, ce sourire semblait calculateur, patient. Un frisson la parcourut. Elle retrouva son calendrier 2012 dans la boîte à souvenirs, conservé car il contenait le dernier rendez-vous de jeu de Ruby, son dernier cours de natation. L'horaire de travail de Marcus était clairement écrit, journée uniquement à l'entreprise informatique, retour à la maison à 18 heures. La promotion au poste d'administrateur système était encore à venir. Mais après la disparition de Ruby, il a traversé les semaines et les premiers jours frénétiques d'un temps sans repère, où le temps n'avait plus de sens. Puis, 2 semaines après la disparition de Ruby et la réduction des recherches par le FBI, l'emploi du temps de Marcus a changé, les gardes de nuit sont apparus.
Maintenant système, avait-il expliqué. Des serveurs qui ne peuvent être mis à jour que lorsque le bureau est vide. La promotion l'exigeait. Elle s'accompagnait d'une augmentation dont ils avaient désespérément besoin pour le détective privé. Vera, trop brisée pour le questionner, était reconnaissante qu'il puisse même fonctionner alors qu'elle pouvait à peine quitter la chambre de Ruby. De retour au classeur, elle fouilla plus profondément dans le dossier des procurations, d'autres documents, des transferts qu'elle n'avait jamais vus, des propriétés transférées du nom de David à une société appelée DMC Holdings LLC. Les signatures étaient celles de Marcus, parfaitement légales grâce à la procuration. Une recherche sur Internet a révélé que DMC Holdings avait été dissoute en 2015, sans aucune information de transmission ni aucun actif répertorié, mais qu'Elm Street était toujours là. Hors des registres de la ville, des impôts payés sur un compte fantôme subsistaient dans une zone juridique floue, permettant à un homme de venir la nuit pendant des années sans poser de questions. Le téléphone vibra, Marcus rentrait chez lui, à 15 minutes de là. Les mains de Vera se déplacèrent rapidement, photographiant la procuration, les transferts de propriété, les pages du calendrier. Preuve que quelque chose de monstrueux prenait forme dans son esprit, mais encore trop terrible pour être pleinement reconnu. Elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé et referma le classeur avec un léger clic. Dans la cuisine, elle déballa les courses, chaque article ordinaire jus, céréales lui semblait surréaliste face à l'horreur qui la brûlait. La maison était désormais une scène de crime, chaque pièce contenant des preuves possibles de quelque chose d'innommable. Lorsque le camion de Marcus s'engagea dans l'allée en rugissant, elle était prête, les courses emballées, le café en train de couler, sa femme rentrant de ses courses. Normal, à l'exception de cette certitude qui brûlait comme de l'acide dans son esprit. La clé tourna dans la serrure. Vera se tenait au bas de l'escalier, agrippée à la rampe. Lorsque la porte s'ouvrit, elle poussa un cri de douleur aiguë. « Marcus, Dieu merci, tu es rentré. Peux-tu m'aider ?» Il apparut dans l'embrasure de la porte, la dominant de ses larges épaules. Quelque chose avait changé, il avait changé de vêtements depuis sa sortie explosive du matin. Le débardeur rayé avait été remplacé par un polo propre. L'eau de Cologne fraîche ne parvenait pas à masquer complètement l'odeur âcre de sueur qui se cachait en dessous. Son expression était soigneusement neutre, mais ses yeux se déplaçaient sur elle avec une intensité qui lui faisait ramper la peau. Que s'est-il passé ? Sa voix était dépourvue de chaleur, juste une question posée. Je me suis tordu la cheville en portant les courses. Je crois que c'est une entorse. Il déplaça son poids, grimaçant pour accentuer la douleur. Marcus s'approcha lentement, chaque pas mesuré. Il ne regardait pas sa cheville, mais son visage, comme s'il lisait une carte ou cherchait un mensonge. Quelle cheville ? Celui de gauche. J'ai raté la marche du garage. Ses mains étaient étonnamment douces tandis qu'il l'aidait à s'asseoir sur le canapé, soutenant son poids avec une aisance éprouvée. Mais cette douceur semblait performative, comme celle d'un acteur marquant ses positions. Agenouillé à côté d'elle, il examina sa cheville à travers sa chaussette. Comment c'est ici ? Elle grimaça délibérément. Son toucher était clinique, méthodique. Comment es-tu tombé exactement ? Montre-moi la position. C'est juste que mon pied a mal tourné. Il insista encore. C'est important. Tout compte. Dans quel supermarché es-tu allé ? Le ticket de caisse devrait indiquer l'heure et la minute. Kroger à Madison, comme je te l'ai dit au téléphone. Il murmura pour lui-même en continuant l'examen. Quelqu'un t'a vu tomber ? Peut-être t'a-t-il proposé de l'aide. Les questions ressemblaient à un test, chacune cherchant à déceler des incohérences. Ses réponses étaient simples et plausibles. Oui, j'ai mal à la cheville. Non, personne ne m'a vu tomber. Oui, j'ai rangé les courses avant de m'asseoir. Je vais te chercher de la glace, dit-il finalement en se levant. Tandis qu'il était dans la cuisine, le regard de Vera se porta sur la table d'entrée. Ses clés étaient à leur place habituelle, mais le trousseau semblait différent, plus lourd. Outre les clés familières de la maison,
du camion et du bureau, elle en compta au moins 3 qu'elle ne reconnut pas. L'une d'elles était en laiton, d'apparence coûteuse, de la même marque de cadenas haute sécurité que le cadenas qu'elle avait vu sur la porte d'Elm Street. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur Diane. Surprise. Plus que 20 minutes. J'ai du vin et j'ai besoin de discuter avec des filles. Marcus, tu ferais mieux de ne pas monopoliser le pot. Le cœur de Vera se serra. La dernière chose dont elle avait besoin était que l'énergie chaotique de Diane complique une situation déjà périlleuse. Mais annuler soulèverait des questions, surtout si Marcus voyait le message. Il revint avec de la glace enveloppée dans un torchon et s'agenouilla pour l'appliquer sur sa cheville. De près, je pus distinguer des détails qui m'avaient échappé, des égratignures fraîches sur ses articulations, comme celles causées par des branches ou des clous. L'une d'elles était assez profonde pour avoir saigné récemment. « Qu'est-ce qui t'est arrivé aux mains ?» Il baissa les yeux, surpris. « Oh, j'ai dû aider à dégager des buissons au quai de chargement de la quincaillerie. La nouvelle livraison est restée coincée dans des arbres trop grands. Le mensonge est venu si facilement, si naturellement. Combien d'autres mensonges avait-il ignorés au fil des ans ? » Marcus s'installa à côté d'elle sur le canapé, plus près que nécessaire. Son bras tendu sur les coussins du dossier, sans la toucher, mais marquant son territoire. « Nous devrions parler de ce matin, Marcus. »« Pas moi. Laisse-moi finir. » Sa voix prit une tournure raisonnable, presque bienveillante, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « J'ai réfléchi pendant mes courses. Tu avais peut-être raison de t'inquiéter. Pas à cause de ce que tu penses, ajouta-t-il rapidement, mais à cause de nous, de notre communication. On devrait peut-être retenter une thérapie. » La suggestion était si inattendue, si naturelle, que Vera douta un instant de tout ce qu'elle avait appris. Puis elle vit son regard, toujours attentif, toujours calculateur. « Je sais que j'ai été dur ce matin, continua-t-elle. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire sur Ruby, sur toi en tant que mère. C'était cruel. » Elle se força à hocher la tête, acceptant le mouvement. On s'est dit des choses. Pourtant, sa main se posa sur son épaule, on devrait travailler sur nous-mêmes. Mais d'abord, je vais peut-être devoir aller au bureau ce soir. Problème de serveur qui ne peut pas attendre lundi. Et voilà. L'excuse qui le conduirait à Elm Street après la tombée de la nuit, comme le voisin l'avait décrit. Le mensonge coulait à flot, rodé et fluide. Avant qu'elle puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Diana entra sans frapper, comme d'habitude, portant une bouteille de vin et une grande planche de charcuterie. « Surprise, ma sœur, dit-il. J'espère que tu n'es pas occupée. »« Oh, que s'est-il passé ?» Il remarqua enfin le pied surélevé de Vera et la poche de glace. « Juste une entorse à la cheville, dit Vera, rien de grave. » Diane s'est immédiatement mise en mode infirmière, malgré sa formation médicale sans s'être spécialisée en WebMD. Elle a déposé ses offrandes sur la table basse et a commencé à examiner la cheville de Vera avec enthousiasme, inconsciente de la tension ambiante. « Tu dois être plus prudente, a dit Diane. »« Oh, Marcus, c'est si bon de t'avoir ici, dit Diane en voyant son frère. Tu ne devinerais jamais ce que j'ai vu en arrivant. Cette maison abandonnée sur Elm Street, la jaune qui semble devoir être condamnée. Je jure que j'ai vu ton camion là-bas tout à l'heure. Maintenant, tu entres par effraction sans nous prévenir. » La température dans la pièce s'effondra. Marcus resta figé. Sa guérison fut rapide, presque époustouflante, le silence dura à peine 2 secondes avant qu'il ne laisse échapper un rire forcé, secouant la tête avec un amusement pratiqué. « Diane, il doit y avoir une 50aine de PQPS sombres dans cette ville. La moitié d'entre eux portent probablement des vignettes d'anciens combattants. Cette maison est vide depuis des années. La ville devrait la condamner, honnêtement. » Mais Vera captait les micro-expressions, le resserrement autour de ses yeux, l'évasement imperceptible de ses narines, le resserrement de sa mâchoire avant que le sourire facile ne réapparaisse, comme un masque qui se met en place. « Je ne sais pas, »
dit Diane en se versant un peu de vin. Elle ressemblait exactement à la tienne, avec les mêmes repose-pieds chromés et tout. Beaucoup de camions ont ça, répondit Marcus. Il se leva brusquement et s'approcha de Vera. Je devrais examiner ta cheville correctement, m'assurer que ce n'est pas plus grave que prévu. Laisse-moi t'aider à monter pour te reposer. Je suis bien ici, tu n'as pas besoin de le faire. Sa main se referma autour de son bras, suffisamment ferme pour ne tolérer aucune objection. Les ordres du médecin, tu te souviens, dit-il. Elle ne se souvenait pas qu'il se soit foulé l'année dernière, mais ses doigts la soulevaient déjà. Sa prise n'était pas douloureuse, mais elle indiquait clairement qu'elle le suivait, qu'elle le veuille ou non. Oh, ne sois pas si timide, Marcus, rit Diane, toujours inconsciente des tensions. Il est bien sur le canapé, et je viens d'arriver. Il prit une autre gorgée de vin et s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. Alors, parle-moi de cette histoire de maison. Tu sais que je suis passé devant 2 fois parce que mon GPS était en panne. J'étais toujours sur une route fermée, mais la 2e fois, j'ai vu ton camion. J'ai reconnu l'autocollant de vétéran, celui avec le drapeau que Ruby avait choisi, tu te souviens? Les doigts de Marcus se resserrèrent involontairement sur le bras de Vera. Le nom de Ruby sur les lèvres de Diane sembla le blesser physiquement. Tu dois être confus, dit Diane. Tu devrais peut-être rentrer avant que la circulation ne devienne difficile. Tu sais à quoi ressemble la 495 le samedi? Diane cligna des yeux à la suggestion abrupte. Il est à peine 4 heures, mais... La voix de Marcus était tranchante. Maintenant, Vera a besoin de se reposer. En fait, je dois d'abord aller aux toilettes, interrompit Vera en se libérant de son emprise. Il se passa quelque chose entre les sœurs, une vie de communication silencieuse qui excluait Marcus. Les yeux de Diane se plissèrent légèrement, attirant enfin son attention. Il n'y a pas d'urgence, dit Diane en versant plus de vin. Alors, Marcus, ce collègue qui s'intéresse à l'immobilier, je peux peut-être te donner un conseil. Tu sais que j'ai aidé les Johnson quand ils ont acheté cette maison pour la rénover? L'explication de Marcus est apparue confuse, trop détaillée et inutile, Tom de la comptabilité ou de l'équipe informatique à la recherche de propriétés d'investissement, ou peut-être d'une maison à rénover pour y vivre. L'histoire changeait à chaque phrase, mélangeant les termes immobiliers et le jargon informatique. Vera remarqua les égratignures sur ses mains tandis qu'il faisait un geste, l'une d'elles saignant encore, qu'il essuya distraitement sur son jean. Elle se réfugia dans la salle de bain et verrouilla la porte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit son téléphone et composa le 911 d'une main tremblante. 911, quelle est votre urgence? Murmura-t-elle en ouvrant le robinet pour masquer sa voix. Je crois que mon mari retient quelqu'un. Une maison au 1847 M Street, Hambrook. Ils doivent envoyer quelqu'un immédiatement. Madame, pourriez-vous parler? Elle est en danger immédiat. Je pense qu'il pourrait détenir notre fille là-bas. Elle a disparu il y a 12 ans, alors qu'elle avait 4 ans. Ruby Caldwell, veuillez vérifier vos dossiers. Il va dans cette maison depuis des années, il achète des produits pour bébés, des pilules, des avions? Madame, c'est une accusation très grave. Quelle preuve avez-vous? Les mots jaillissaient en cascade. Registre foncier, relevé de carte de crédit, témoignage du voisin sur ses visites nocturnes. Même à ses propres oreilles, le son semblait fragmenté, paranoïaque. Nous pouvons envoyer une voiture de patrouille pour vérifier la propriété, a déclaré le répartiteur. Professionnel, mais sceptique, et sans aucune preuve concrète d'un crime en cours, lorsqu'un grand bruit a fait trembler la porte. Vera, tout va bien là-dedans. La voix de Marcus semblait trop proche, comme s'il avait écouté. D'accord, 1 minute. Il tira la chasse d'eau et ouvrit le robinet. S'il vous plaît, allez au 1847, rue Elm. Elle raccrocha, s'aspergea le visage d'eau et ouvrit la porte. Marcus était à 30 centimètres, si près qu'elle dut se plaquer contre le cadre pour éviter de le toucher. Son regard scruta son visage avec une telle intensité qu'elle en eut la chair de poule.
Tu es resté là un bon moment. J'ai mal au ventre. Ça doit être à cause de ma cheville. Son regard se posa sur ses mains, puis revint sur son visage. À qui parlais-tu? Quoi? Personne. Je n'ai parlé à personne. J'ai entendu des voix, Vera. Son ton était conversationnel, mais son corps bloquait la sortie. Depuis le salon, la voix de Diane résonnait joyeusement. Je commande une pizza. Qu'est-ce que tout le monde veut? Marcus, je sais que tu détestes les champignons. La question banale dissipa la tension. Marcus recula suffisamment pour permettre à Vera de passer, mais sa main trouva le creux de ses reins, la guidant avec une fausse sollicitude vers le salon. Ce contact lui parut menaçant. Diane avait son application de pizza ouverte. Il y a un nouvel endroit qui livre. Les critiques sont excellentes. Vera, votre végétarienne par excellence. Ça a l'air bien, réussit à dire Vera en s'enfonçant dans le canapé. Marcus s'assit à côté d'elle, plus près que nécessaire, son bras autour de ses épaules. Diane y trouva de l'affection, Vera, comme si elle était maintenue. Il faut vraiment que j'arrive au bureau bientôt, dit Marcus en consultant son téléphone pour la 3e fois en autant de minutes. Problème serveur critique, j'ai hâte d'être à lundi. Oh, quel genre de problème, demanda Diane d'un ton enjoué. Tu sais que je fais du conseil informatique, non? Je peux peut-être t'aider. L'explication de Marcus s'est effondrée presque immédiatement, il a mentionné les bases de données, SQL, et a confondu les commandes Linux avec les protocoles Windows. Pour quelqu'un avec 15 ans d'expérience en informatique, les erreurs étaient évidentes. Les sourcils de Diane se levaient à chaque erreur. Ça ne me semble pas juste, dit-il lentement. Tu es sûr de ça? Le téléphone de Marcus vibra. Il le saisit trop vite, faisant défiler l'écran avec empressement, tout en envoyant un SMS ou en avertissant quelqu'un. L'horrible possibilité frappa Vera comme une goutte d'eau glacée. Si Ruby était vivante, si elle était dans cette maison, Marcus lui disait de se cacher, de se taire à l'arrivée de la police. Sa fille pouvait être à 45 minutes d'ici, elle aurait pu être à cette distance depuis 12 ans, et il la prévenait que sa mère s'approchait trop de la vérité. Il se leva brusquement et fit les 100 pas dans la pièce. J'ai besoin d'air. Marcus se leva avec elle, aussi inévitable que la gravité. Sa main trouva son coude, la stabilisant ou la retenant, elle ne savait pas lequel. Tu devrais te reposer, dit-il. Tu n'as pas l'air bien. Derrière eux, Diane posa son verre de vin avec un clic sec. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vera vacillait dramatiquement, laissant ses genoux fléchir juste assez pour convaincre le public, sa cheville, prétendument foulée, ne pouvait soudain plus supporter son poids. Diane bondit de sa chaise, se précipita hors de la scène et tendit la main pour soutenir sa sœur. Dans ce moment de chaos chorégraphié, la main de Vera s'est élancée vers la table de devant. Ses doigts se refermèrent sur les clés de Marcus, le lourd trousseau orné de laiton, familier et inconnu. Le métal était chaud, comme s'il avait absorbé la chaleur de son corps. Marcus bougea plus vite qu'elle ne l'avait jamais vu bouger. Sa main se referma sur son poignet comme un étau, toute prétention s'évaporant en un instant, le mari aimant, le partenaire soucieux. Ce masque ne glissa pas comme ça, il vola en éclats. Rends-les-moi. Sa voix était basse, dangereuse, dénuée de toute chaleur. Ses doigts s'enfoncèrent dans les os délicats de son poignet, assez fort pour la blesser, assez fort pour la faire halter. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Diane essaya de se faufiler entre eux, mais la main libre de Marcus la repoussa. Pas doucement. Les clés. Vera, maintenant, laisse-la partir. Diane reprit son équilibre, son téléphone en main. Je vais appeler la police. Ces secondes s'étirèrent comme des bonbons. Vera vit Marcus calculer, son regard passant de son visage aux clés, au téléphone de Diane. Elle le vit décider. Elle vit le moment où il réalisa qu'il avait trop dévoilé. Il était allé trop loin. Son emprise se relâcha brusquement.
C'en était assez. Vera se libéra et courut. Derrière elle, le cri de Diane se mêla au rugissement de fureur de Marcus. Sa cheville, prétendument blessée, fonctionnait parfaitement tandis qu'il franchissait la porte d'entrée en trombe, traversant la pelouse, les clés serrées si fort qu'elles lui coupaient la paume. Le camion de Marcus était garé dans l'allée, tel un complice en attente. Il ne se retourna pas et enfonça la clé dans le contact. Le moteur rugit tandis que Marcus s'élançait hors de la maison. Dans le rétroviseur, elle le vit courir après Diana. Elle vit sa sœur tenter de lui barrer la route. Elle le vit la repousser de nouveau. Les pneus du SUV crissèrent tandis que Vera reculait brusquement, heurtant la boîte aux lettres. Puis elle fila à toute allure dans sa paisible rue de banlieue, le compteur de vitesse dépassant les limites autorisées. Son téléphone était déjà collé à son oreille, elle composait le numéro 911 d'une main tremblante, tandis que l'autre peinait à manier le volant. Maison sur M Street, 1847, Elmat Millbrook. Ma fille y est. Ruby Caldwell y est depuis 12 ans. Mon mari la garde. S'il vous plaît, vous devez envoyer tout le monde. Madame, est-ce la même? Oui, cria-t-il au téléphone, grillant un feu rouge. Même interlocuteur, même adresse, mais j'y vais. Il arrive aussi. C'est juste derrière vous. C'est au sous-sol. Je sais. Les unités sont en route, madame, mais vous devez attendre. Vera jeta le téléphone sur le siège passager. 43 minutes dans des conditions de circulation normales, mais c'était normal pour des gens dont les filles n'avaient pas été volées, n'avaient pas été retenues prisonnières pendant plus de 10 ans. Elle connaissait les raccourcis de Marcus. Il les avait conduits suffisamment de fois en pensant qu'elle ne faisait pas attention, mais elle connaissait aussi les petites routes, les moyens d'éviter les chantiers et les feux rouges. 25 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu, conduire comme si la mort la poursuivait. Peut-être que c'était le cas. Elm Street apparut dans le crépuscule, la maison maladive blottie à son extrémité. Le cadenas anti-tempête brillait sur le portail, mais Vera ne ralentit pas. Le SUV la percuta dans une explosion de métal et de maillons de chaîne, le portail s'enroulant autour du pare-choc avant avec un grincement. Il continua d'avancer, percutant violemment les marches du Porsche avant de couper le moteur. La porte d'entrée blindée aurait tout aussi bien pu être en papier. L'adrénaline lui donnait une force surhumaine. Comme elle refusait de céder sous son épaule, il attrapa une pelle de jardin dans le jardin envahi par la végétation, dont le manche était rugueux à cause de la rouille et de la négligence. La vitre avant s'est brisée sous leur assaut, le verre de sécurité tombant vers l'intérieur. « Ruby » cria-t-elle à travers la vitre brisée. « Ruby, c'est maman. » Il gratta la vitre avec la pelle et grimpa, atterrissant dans un salon qui semblait étrangement normal, meubles démodés, surface propre, une télévision du début des années 2000 telle une capsule temporelle. Mais les verrous industriels de chaque porte intérieure racontaient une histoire différente. Elle se laissa guider par son instinct et trouva un espace qui aurait dû être ordinaire, mais qui ressemblait à une façade, tout était trop propre, trop organisé. Et là, une porte qui aurait dû donner sur un garde-manger, mais qui comportait 3 lourds peines dormants, tous actionnés. D'en bas, étouffée par les murs et la distance, elle entendit un mouvement. Une voix jeune et terrifiée, « Papa !» Le monde bascula. Les mains de Vera tremblaient tandis qu'elle attaquait les serrures, mais elles étaient conçues pour empêcher les gens d'entrer, pas d'entrer. Elle avait besoin des clés, les clés de Marcus. Elle les tenait toujours, si fort que ses doigts étaient engourdis. La clé en laiton entra, les tambours s'ouvrant un à un. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Un sous-sol qui semblait étrange, qui ne devrait pas exister sous cette maison ordinaire. L'odeur la frappa, du nettoyant industriel sur quelque chose d'autre, quelque chose d'humain et de désespéré. « Papa, je me suis bien comporté, je n'ai pas fait de bruit », dit cette voix, plus aiguë que dans mes souvenirs, mais avec la même cadence, la même légère pause dans les sons. Vera dévala l'escalier et trouva une autre porte en bas, celle-ci dotée d'une petite fenêtre blindée. Un visage apparut à cette fenêtre,
et les genoux de Vera faillirent céder, 16 ans, de longs cheveux blonds emmêlés, pâle comme un linge par des années sans soleil. Mais les yeux, ces yeux verts dont elle avait compté les cils quand Ruby était bébé, étaient les mêmes. Ruby, oh mon Dieu, c'est maman. Je suis là pour te ramener à la maison. La fille au quart, c'était une fille, pas la petite fille volée dans son jardin, recula devant la porte. La peur déformait ses traits, cette terreur profonde qui naissait d'années de conditionnement. Je ne te connais pas. Où est papa? Il a dit que personne ne pouvait venir ici. J'ai été sage. Je te le promets. Le cœur de Vera se brisa. Elle attaqua la porte avec la pelle, le bois se brisant sous son assaut. Derrière la porte, Ruby se blottit dans un coin, les mains sur les oreilles, gémissant comme un animal blessé. Des pas lourds dans l'escalier. Marcus respirait bruyamment, le visage déformé par la rage et par autre chose, la possessivité. « Tu ne comprends pas » halta-t-il en tendant la main vers elle. « Elle est malade. Elle a besoin de soins particuliers. Je l'ai protégée du monde, des gens qui voulaient lui faire du mal. » La robaste. Vera lança la pelle en un grand arc de cercle, le frappant au front. « Tu as volé notre bébé. » Il tituba, mais ne tomba pas. Du sang ruissela sur son visage. « Elle est à moi. Je l'ai sauvée. Je l'ai gardée en sécurité. » Ses mains se portèrent à sa gorge, mais les sirènes hurlaient dehors. Maintenant, des voix de police, des bottes sur le plancher au-dessus. Marcus se figea, regardant entre Vera et la porte où Ruby se blottissait, et elle le regarda faire un dernier calcul. « Ruby, souviens-toi de ce que papa t'a appris, » cria-t-il. « Souviens-toi de nos leçons. » Puis la police arriva, arme au poing, hurlant des ordres. Marcus tomba à genoux, les mains derrière la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas la porte, ni son prisonnier. Ils ont dû percer la porte. À l'intérieur, ils ont découvert 12 années d'horreur déguisées en soins, un petit lit avec des attaches, des toilettes chimiques, des manuels scolaires de la maternelle au lycée. Des flacons de pilules, des sédatifs, des antipsychotiques, des contraceptifs, des paquets de plans B usagés et jetés. Et Ruby, vivante, brisée, demandant pourquoi il faisait du mal à son père, les suppliant de le laisser partir, promettant qu'elle avait été bonne, si bonne, qu'elle n'avait pas essayé de partir même quand la porte était ouverte, parce qu'après 12 ans, elle avait oublié qu'il y avait un autre endroit où aller. L'aile psychiatrique de l'hôpital général de Millbrook semblait être un autre monde, murs blancs et stériles, portes fermées par des vitres blindées, le son lointain de pleurs. Vera se tenait à la fenêtre d'observation, les mains pressées contre la surface froide, observant l'inconnu qu'était sa fille. Ruby était assise sur le lit étroit, les genoux repliés contre sa poitrine, les bras serrés autour d'elle, se balançant à un rythme à la fois réconfortant et désespéré. Elle portait toujours les mêmes vêtements qu'il l'avait trouvés, un t-shirt délavé, trop lavé, et un pantalon de survêtement qui ne lui arrivait plus complètement aux chevilles. Quelqu'un avait essayé de brosser ses cheveux blonds emmêlés, mais elle l'avait repoussé. Elle ne laisse aucune femme du personnel l'approcher, dit doucement le docteur Patel, la traumatologue, à côté de Vera. Seulement des policiers et des médecins masculins. Elle n'arrête pas de demander quand son père viendra la chercher, si elle a des ennuis pour avoir parlé à des inconnus, et elle parle de vous et de la police. La gorge de Vera se serra. Elle l'appelait de papa. Même quand elle était terrifiée. Le syndrome de Stockholm dans sa forme la plus extrême, combiné à 12 années de conditionnement et d'isolement. Le docteur Patel marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Contrôle psychologique total. Dans son esprit, Marcus n'est pas son ravisseur, il est son protecteur, son monde entier. Nous sommes la menace. L'inspectrice Morrison s'approcha, une tablette à la main. C'était une femme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant, qui en avait trop vu. Madame Caldwell, je dois vous montrer certaines choses que nous avons trouvées. C'est difficile, mais cela pourrait vous aider à comprendre ce que Ruby a traversé. Ils se dirigèrent vers une petite salle de conférence. Le détective montra des images sur la tablette. Ce ne sont pas les pires,
a-t-il rapidement déclaré, juste des preuves dont nous devons discuter. Une pièce fermée à clé au 2e étage de la maison d'Elm Street avait livré des centaines de photographies, des enfants sur des terrains de jeu, dans des écoles, à des piscines publiques, toutes prises à distance, toutes centrées sur des fillettes âgées de 3 à 6 ans. Certaines de ces photos remontent à 20 ans, a déclaré Morrison, bien avant la naissance de Ruby. Nous avons vérifié, aucun autre enfant disparu ne correspond à ces photos. Votre fille semble avoir été votre seule victime, mais, vous aviez planifié. Attendre, conclut Vera, la nausée montant. Sa propre fille était la cible la plus facile. Déjà chez elle, déjà en confiance avec lui. Morrison a glissé vers un autre écran. Nous avons trouvé des journaux intimes, des récits détaillés qui commencent quand Ruby a 2 ans. Il la préparait déjà, lui apprenant que son attention était spéciale, que les secrets étaient normaux. Lorsqu'il l'a prise, elle était déjà programmée pour l'accepter. Les pilules du lendemain ont finalement pris tout leur sens. Morrison l'expliquait cliniquement, mais la réalité était monstrueuse. Ruby avait eu ses premières règles à 11 ans. Marcus ne pouvait pas risquer qu'une grossesse révèle son secret, alors les visites mensuelles à la pharmacie commencèrent. Il avait pris soin de sa santé physique avec soin, vitamines, repas réguliers, et même des appareils de sport au sous-sol, préservant la santé de sa victime tout en lui détruisant l'esprit. Il lui a appris tout seul, a poursuivi Morrison. Nous avons retrouvé des manuels scolaires, des fiches d'exercices complétées datant de plusieurs années. Elle lit comme au lycée, connaît l'algèbre, a une belle écriture, mais elle n'a jamais vu l'océan, n'est jamais allée au cinéma, n'a jamais eu d'amis. Il l'a convaincue que le monde extérieur était rempli de gens qui pourraient lui faire du mal, que lui seul pouvait la protéger. Par la fenêtre de la salle de conférence, Vera vit des agents en uniforme conduire Marcus dans le couloir, enchaîné, vêtu d'orange, mais marchant la tête haute. Elle le vit regarder et sourit. Un vrai sourire, comme s'il partageait un secret. Son interrogatoire fut. Morrison secoua la tête sans remords. Il insiste sur le fait qu'il l'aime, qu'il l'a protégée d'un monde cruel. Il a décrit en détail comment il a drogué son jus ce jour-là. Il l'a porté jusqu'à son camion pendant que tu dormais. Le sous-sol était déjà terminé. Il avait passé des mois à l'insonoriser et à installer des serrures. C'est lui qui a appelé les secours pour signaler sa disparition. Il a joué le père dévasté si parfaitement que personne ne s'est douté de lui. Les gardes de nuit, ajouta-t-elle. Toutes ces années où Marcus s'éclipsait après le dîner, suppliant la maintenance du serveur qui ne pouvait pas attendre. Il passait des heures dans ce sous-sol, puis rentrait à la maison et se glissait dans le lit à côté de Vera comme si de rien n'était. Cette violation au dormir à ses côtés, prendre le petit déjeuner avec lui, pleurer avec lui alors qu'il savait exactement où était Ruby lui donnait envie de hurler. Il y a plus, dit doucement Morrison. La clé en laiton sur son porte-clés ouvrait un coffre-fort. Des clés USB avec. Il marqua une pause. D'autres preuves, des photos, des vidéos, de quoi garantir qu'il ne soit jamais libre. Je ne les décrirai pas, mais sachez qu'elles existent. Pour le procès, a-t-il poursuivi, David a été contacté en Thaïlande. Le frère de Marcus était horrifié. Il est rentré immédiatement. Il avait fait entièrement confiance à Marcus, signant des procurations sans les lire, sans jamais imaginer qu'elles serviraient à cacher un enfant kidnappé. Les complexités juridiques prendraient des années à être résolues, mais David avait déjà engagé des avocats pour tout transférer à Vera et l'aider du mieux qu'il pouvait. « Je peux le voir, Zrenia ?» demanda Vera. « Je peux essayer. » Le docteur Patel hésita. « On peut essayer, mais comprenez bien, elle ne se souvient pas de vous. Elle avait 4 ans quand elle a été enlevée. Dans son esprit, sa mère est morte. Marcus lui a dit que vous étiez allé au paradis, que vous la surveilliez d'en haut, mais que vous ne pourriez jamais revenir. » Ils retournèrent ensemble dans la chambre de Ruby. Par la fenêtre, une infirmière lui apportait son déjeuner. Elle mangea machinalement, les yeux baissés, répondant à ses questions polies par monosyllabes. Lorsque l'infirmière partit, Ruby reprit sa position dans son lit,
les genoux relevés, se balançant. Vera entra lentement. Le docteur Patel se tenait à ses côtés. Ruby releva brusquement la tête et ses yeux vert s'écarquillèrent de peur. « Salut, Ruby, » dit Vera d'une voix brisée. « Je sais qui tu es. » La voix de Ruby sonnait différemment, elle avait 16 ans maintenant, mais avec une étrange monotonie. « Tu es la dame du sous-sol, celle qui a blessé papa. »« Ruby, je suis ta mère. » Ruby secoua violemment la tête. « Ma mère est morte. Papa me l'a dit. Elle est allée au paradis quand j'étais petite. » Ses yeux se rétrécirent, étudiant le visage de Vera. « Tu es un ange. Je suis mort aussi. C'est pour ça que tout va mal ?» Les genoux de Vera faillirent céder. Le docteur Patel la stabilisa en lui murmurant d'avancer lentement. Vera s'assit sur la chaise des visiteurs, gardant ses distances, se faisant petite et discrète. « Tu n'es pas morte, chérie, et je ne suis pas un ange. Je suis ta mère, je t'adore et je te cherche depuis 12 ans. Chaque jour, je te cherche. Papa a dit que tu ne m'aimais plus. C'est pour ça que tu es allé au paradis. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seconde. » Ruby resta silencieuse, réfléchissant, puis parla d'une voix plus faible. « Quand est-ce que papa reviendra ?» Cette question brisa ce qui restait du cœur de Vera. Le docteur Patel intervint, expliquant gentiment que Ruby resterait là quelque temps, que son père devait partir. Les gémissements plaintifs de Ruby résonnèrent 3 pièces plus loin. Plus tard, après la sédation, lorsque Ruby fut enfin endormie, le docteur Patel raccompagna Vera jusqu'à la sortie. Le pronostic était réservé, mais non sans espoir. Des années de thérapie l'attendaient, une possible régression, l'apprentissage de la vie dans un monde qu'on lui avait appris à craindre. La confiance viendrait lentement, voire jamais. Ruby ne retrouverait peut-être jamais complètement son enfance volée, elle aurait toujours du mal à distinguer le réel de la programmation de Marcus. Mais elle est jeune, a déclaré le docteur Patel. Son cerveau est encore malléable à 16 ans, et elle est en bonne santé physique grâce à vos soins attentifs. Il y a de l'espoir. L'espoir, un si petit mot pour un si grand voyage. Vera revint le lendemain, puis le surlendemain, assise devant la chambre de Ruby. Parfois, on la laissait entrer quelques minutes. Le 4e jour, Ruby posa une question sur le monde extérieur. Le 7e, elle laissa Vera s'asseoir plus près. Le 10e, lorsque Vera tendit la main, Ruby la regarda un long moment avant de tendre un doigt, de le toucher brièvement avant de le retirer. Ce n'était rien, un effleurement du bout des doigts qui dura moins d'1 seconde. Mais c'était tout, c'était un début.